Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 2 septembre 2025 et notre ami Larry Wilkerson est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, Larry. Ravi de vous trouver, Nima. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime avant que nous commencions, car cela nous permettra d'atteindre un plus large public. Larry, permettez-moi de commencer par le sommet de l'OCS, où nous avons vu l'Inde se rapprocher de la Russie et de la Chine. Comment avez-vous trouvé l'ambiance du sommet? Je pense que c'est un indicateur, probablement l'un des plus puissants que nous ayons vu en un instant, pour ainsi dire, de ce dont je parle, à savoir que le pouvoir se déplace inexorablement vers l'Est. J'ai lu ce matin un essai écrit par un monsieur, russe, je crois, et il a résumé presque tout ce que je dis depuis un moment en très peu de pages, peut-être 2 ou 3. Puis Ray McGovern est revenu en disant « Mais tout cela concerne l'avant-sommet, pas l'après-sommet, c'est-à-dire l'Alaska. » J'ai donc dû revenir en disant « Désolé, messieurs. Je sais que l'auteur original de l'article comprend cela. Cela n'a rien à voir avec l'avant ou l'après-sommet. C'est la réalité. » Et bien sûr, son point principal est que nous sommes déjà engagés dans la Troisième Guerre mondiale. Nous avons plusieurs théâtres de cette guerre en cours en ce moment, les plus importants étant l'Ukraine et celui qui va s'ouvrir très bientôt en Iran. Et tous ceux d'entre nous qui parlent de l'Iran, qui connaissent un peu plus ou beaucoup l'Iran, réalisent que Netanyahou n'a pas le choix. Il va faire la guerre à l'Iran. Et donc cela va de nouveau s'ouvrir. Et on peut considérer ce qui se passe à Gaza et ailleurs dans la région comme un autre théâtre de cette guerre déjà en cours, car Israël ne se contentera pas de moins. C'est un vieux rêve sioniste qui est en train de se réaliser. Ils comprennent, Netanyahou, Smotrich, Ben Gvir et bien d'autres, qu'ils n'auront jamais une autre occasion comme celle-ci. Tu sais, Nima, ils ont essayé en 1956. C'est de cela qu'il s'agissait lors de l'invasion de la zone du canal de Suez par la Grande-Bretagne, la France et Israël. Eisenhower a flairé le coup et y a mis un terme. Depuis, ils n'ont pas eu l'occasion d'aller jusqu'au bout. La guerre de 67 a été serrée, celle de 73 l'a été encore plus, mais ensuite Carter est intervenu, Sadat aussi, et cela en quelque sorte mis un frein à tout ça. Puis il y a eu une sorte de parti de la paix en Israël, le parti travailliste, un parti libéral si l'on veut, mais tout cela n'était qu'une façade en réalité. Les Likoudniks, les sionistes suprêmes, étaient toujours en embuscade à l'arrière-plan. Ils sont là depuis 1948. Dieu nous en préserve. Ben Gourion en faisait partie. Et maintenant, voilà. Ils ont fait plus de progrès qu'ils n'en ont jamais fait auparavant. Ils ont tué plus de gens qu'ils n'en ont jamais tué auparavant. Ils ont détruit plus de leurs soi-disant ennemis qu'ils n'en ont jamais détruit auparavant. Ils ne vont pas s'arrêter. Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas réalisé ce que prévoit le plan sioniste pour un grand Israël. Cela inclut le Liban, la Syrie, Nomactis. C'est la Jordanie, c'est une partie de l'Égypte. Cela pourrait même faire partie de l'Afrique de l'Est. C'est leur plan ultime. On ne peut pas s'arrêter. Donc, c'est aussi un véritable théâtre dans cette guerre. Voilà où nous en sommes. Il y a aussi le théâtre potentiel avec l'Iran, qui à mon avis va se développer, car cela fait également partie du plan. Et puis il y a l'Ukraine et le Nord, jusqu'à l'Arctique, car ça mijote là-bas. Le dernier rapport publié sur l'Arctique, et en particulier sur le plateau continental, qui possède le plateau continental le plus accessible et le plus facilement exploitable, la Russie. Et combien de méthane et de pétrole s'y trouve, potentiellement? Cela équivaut presque à la mer Caspienne et au fond de la mer, où, selon certains experts pétroliers, il y aurait 100 ans de pétrole, de quoi alimenter toute l'Asie centrale, y compris la Chine. Donc la guerre a déjà commencé. La guerre est en cours.
Les théâtres d'opération sont actifs, ils sont ouverts, ils sont brûlants, ils voient des gens mourir chaque jour. Et nous sommes tous là à nous demander où tout cela va mener. Et ce monsieur dans cet article dit, et je pense qu'il a raison, que cela va mener à une guerre mondiale. Cela va mener à une guerre mondiale parce que vous ne pourrez pas l'Empire. L'Empire américain, soyons explicites, l'Empire américain dans ces derniers jours ne pourra pas arrêter ce transfert inexorable, inévitable de la puissance économique, militaire, financière, culturelle, informationnelle, du renseignement, tout ce que vous voulez de l'Occident vers l'Orient. Et ce sommet de l'OCS, en quelque sorte, en était un exemple parfait. Combien de personnes y avait-il à ce sommet rien qu'avec 3 dirigeants? Réfléchissez-y. Quel pouvoir aviez-vous lors de ce sommet? Combien d'argent aviez-vous lors de ce sommet? Rien qu'avec 3 dirigeants. Rien qu'en Inde et en Chine, il y a plus de 2 milliards de personnes. Et maintenant, on sait qu'il y a probablement 65 à 66 pays qui se demandent tous s'ils ne devraient pas avoir quelque chose comme le groupe que forment la Chine, l'Inde et la Russie, les BRICS et d'autres initiatives similaires. Oui, le sommet de l'OCS comme l'OCS. Oui, c'est l'avenir, ce n'est pas le passé, c'est l'avenir. Le passé, c'est Washington, D.C. Et de plus en plus, à cause de leur stupidité, Bruxelles, Paris, Berlin et d'autres capitales européennes et bien sûr l'UEML. Bien sûr, l'UEML, qui est tellement embourbé que je ne pense pas que même s'ils se débarrassaient de leur direction demain matin, ils pourraient sortir de cette impasse. Je ne sais pas si tu as vu Donald Trump tweeter ça, mais il dit littéralement que l'Inde fait ceci et cela. Il a dit qu'il est trop tard pour que l'Inde revienne. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est trop tard pour l'Inde? L'Inde ne va pas revenir. L'Inde sait ce qu'elle fait. Je crois vraiment qu'ils savent ce qu'ils font avec la Russie et la Chine. Ils savent ce qu'ils veulent de la Russie, de la Chine. Ils sont en train d'améliorer la relation entre les deux nations. Je ne sais pas si tu as vu, la semaine dernière, on avait un article sur Politico. Il disait que dans les 5 prochaines années, l'une des guerres qu'il craignait, d'une certaine manière, ou qu'il mentionnait dans cet article, disait que l'escalade viendrait entre la Chine et l'Inde. Je ne vois pas ça arriver. Je ne vois pas cette analyse fondée sur une quelconque réalité. Ce n'est dans l'intérêt d'aucun des deux pays. Même les flambées occasionnelles entre la Chine et l'Inde à propos de la frontière, ou de savoir qui est le plus proche ou non du Pakistan, ou peu importe la raison, n'étaient que cela, des conflits localisés. Ce n'était jamais le genre de conflit, et j'ai dû les surveiller à la fois en tant que professionnel militaire, puis en tant que planificateur politique au département d'État. Ce n'était jamais le genre de conflit que l'on pourrait imaginer, par exemple, entre l'Inde et le Pakistan, qui pourrait dégénérer en conflit nucléaire réel. Donc ces situations étaient gérables, et ils les ont plutôt bien gérées. Si l'on regarde les accords frontaliers qu'ils ont conclus, etc., ils ont maintenant été contraints de faire ce qu'ils ont fait. Et c'est la plus grande forme de contrainte au monde. Quand quelqu'un vous menace de manière proche et potentiellement existentielle, et menace avec des armes nucléaires. Et c'est finalement ce qui se cache derrière notre plus grande menace. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les Européens ne veulent pas s'éloigner de nous trop rapidement. Leurs arsenaux nucléaires sont dérisoires. Quand on en arrive à ce point et qu'on force ces peuples à s'unir comme ils l'ont été, comme l'a illustré ce sommet de l'OCS, si l'on veut, on a perdu. On a perdu, et ils ont gagné. Maintenant, la lutte pourrait être amère et longue, et les pertes importantes, selon que Washington, et dans une bien moindre mesure, Londres, Berlin et Paris, reconnaissent cette défaite et y répondent d'une manière proportionnée à leur puissance et à la puissance croissante de l'autre camp, et trouvent une forme d'accommodement. Mais Nima, ici à Washington,
Et je commence de plus en plus à penser que Paris, Berlin et Londres sont pareils, et peut-être même la Norvège et quelques autres pays qui ont récemment rejoint l'OTAN. Nous ne faisons pas de compromis. Nous ne faisons pas de compromis. Nous faisons « tu nous obéis ou nous te détruisons ». Je veux dire, nous l'avons démontré partout dans le monde ces 20 dernières années. Nous te détruirons avec des sanctions ou avec des baïonnettes et des bombes ou les deux. Ça ne marche pas. Ça ne marche plus très bien depuis un certain temps. Nous avons perdu tous les épisodes de baïonnettes et de bombes que nous avons créés ces 20 dernières années. Et maintenant, nous avons de l'opposition. Maintenant, nous avons une opposition significative. Nima, nous travaillons en ce moment, je dis nous, c'est un groupe d'entre nous, sur une lettre que nous espérons voir signée par Mahmoud Abbas en tant que chef reconnu par les Nations Unies comme chef de l'État de Palestine, à l'attention du secrétaire général de l'ONU, demandant une initiative unie pour la paix de la part de l'Assemblée générale des Nations Unies. Cela nécessite un vote aux 2/3. Nous avons déjà obtenu la majorité des 2/3. Ce n'est pas soumis au veto du Conseil de sécurité de l'ONU, ni d'aucun de ses membres. Si la lettre est envoyée et que le vote est positif, alors l'Assemblée générale de l'ONU, et par extension le secrétaire général en tant qu'autorité exécutive, si l'on veut, au sein de l'ONU, sont obligés d'essayer de créer une force pour se rendre à Gaza et opérer plus ou moins selon les règles du chapitre 7. Ce qui signifie que les règles d'engagement autorisent l'usage de la force pour établir la paix, non pas pour maintenir la paix, ça c'est le chapitre 6, mais pour établir la paix. Nous avons essayé de faire cela, vous vous en souvenez peut-être, dans les Balkans avec la FORPRONU, la Force de protection des Nations Unies pour la Yougoslavie. Il y avait environ 39 000 soldats. Nous estimons qu'il nous en faudrait entre 40 000 et 50 000 pour cette mission. Et nous demanderions à la Chine d'être la puissance dominante et de prendre la tête avec la principale contribution de troupes, tandis que d'autres pays pourraient contribuer si nécessaire. Par exemple, il pourrait y avoir des troupes turques, indiennes ou pakistanaises. Nous avions de bonnes troupes indiennes et turques en Somalie en 1991 et 1992. Cela mettrait immédiatement un terme à la situation à Gaza. Déployer ces troupes avec des règles d'engagement qui leur permettent de dire à l'IDF de se retirer, et si elles ne se retirent pas, elles peuvent ouvrir le feu. Et se utiliser revoir. Mais je pense que si vous déployez ce genre de force sur le terrain, si vous la déployez soudainement à Gaza, je pense que cela provoquerait soit une conflagration qui tournerait très mal pour Israël, voire de façon complètement désastreuse, soit un dépôt des armes. Un cessez-le-feu serait immédiatement imposé. Parce que je ne pense pas que Netanyahou soit assez stupide pour affronter une force qui pourrait compter 30 000 ou 40 000 Chinois. Je ne pense tout simplement pas qu'il soit aussi stupide. Je pense que ce serait la fin de Netanyahou en réalité. Maintenant, y a-t-il une réelle chance que nous y parvenions? Probablement pas. Je lui donnerais une chance sur 50. Parce que tout d'abord, Abbas aura très peur de le faire. Et deuxièmement, le secrétaire général de l'ONU et le Conseil de sécurité de l'ONU, du moins les États-Unis en leur sein, seront très fermement opposés à cette idée, tout comme les autres membres, comme la France et la Grande-Bretagne. Mais je pense que cela enverrait un signal qui ferait tellement honte aux Nations Unies et tellement honte à Washington, à Bruxelles et à l'Europe en général, que nous en tirerions quelque chose de positif, même si la force n'était pas déployée. Mais j'aimerais voir cette force déployée, et j'aimerais que la Chine s'en charge. Et Nima, j'aimerais aussi voir une autre initiative. J'aimerais qu'une proposition forte soit faite lors de la prochaine conférence de l'OCS, si tu veux, pour que le siège des Nations Unies soit transféré de New York à Shanghai. Il est temps.
Il est temps. Ce sont le genre de mesures qui doivent probablement être prises pour accompagner ce basculement et ce changement de pouvoir, car cela se produit. Mais je reviens à mon point de départ. Je ne m'attends pas à ce que quelqu'un en Occident le fasse. Je ne m'attends à ce que personne ne le fasse. Colonel, je pense vraiment que si quelque chose de ce genre se produit, Netanyahou va attaquer l'Iran pour détourner l'attention de tout le monde. Absolument. Absolument. Dès que le Conseil de sécurité de l'ONU aurait accepté de faire quelque chose de ce genre, et que la Chine aurait dit oui, nous participerons, il attaquerait l'Iran s'il ne l'avait pas déjà fait. Tu as raison, tu as tout à fait raison. Parce que c'est sa dernière voie de survie. C'est vraiment de cela qu'il s'agit. La survie, non seulement pour lui personnellement et politiquement, mais aussi la survie de ce grand rêve de ces ultrasionistes, qui existe depuis plus de 100 ans, peut-être même plus longtemps. Ce rêve trouve aujourd'hui une occasion de se réaliser pleinement, avec de nombreux alliés. Je veux dire, regarde les alliés qu'il s'est attirés. Ce n'est pas entièrement son œuvre, mais il en a tout de même profité. Les dispensationalistes et fondamentalistes aux États-Unis qui veulent l'enlèvement et la fin des temps, cela représente 50 millions de personnes, 50 millions d'Américains. Et beaucoup d'entre eux se sont rangés du côté de Trump parce qu'ils pensaient que Trump représentait un aspect de l'Antéchrist et qu'il allait provoquer tout cela. Je veux dire, on ne peut pas inventer des choses pareilles. Mais c'est vrai. Et Netanyahou a été assez intelligent pour s'allier à eux. C'est à cela que servent beaucoup de ces voyages en Cisjordanie et en Israël en général, que le gouvernement de Netanyahou finance et soutient. Ils font venir ces chrétiens sionistes en Israël. Ils les laissent toucher le mur, ils les laissent prier, ils les laissent découvrir Israël, et ils leur parlent du grand Israël. C'est tout l'objet de l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Huckabee. Vous savez, il parle de Judée et de Samarie. Ce sont les mots qu'il utilise. Et c'est notre fichu diplomate en Israël. Ils ont tout ce qu'ils veulent en ce moment, Nima. Tout ce qu'ils veulent. Et ils veulent pousser cela au maximum. Et tu as raison. L'Iran sera l'endroit où ils seront arrêtés net. Ensuite, les États-Unis devront prendre une décision, et nous avons un président qui, entre autres, semble être en assez mauvaise forme physique en ce moment. Larry, ressens-tu la possibilité d'utiliser des ogives nucléaires? Je pense que cette possibilité existe toujours. Je pense qu'elle plane en arrière-plan. Quand quelqu'un devient aussi désespéré que nous allons le devenir, et Netanyahou pourrait l'être très rapidement, alors le génie nucléaire sort très vite de la bouteille. Et Netanyahou m'inquiète vraiment à cet égard. Vraiment, parce que je ne pense pas qu'il hésiterait s'il pensait que sa vie était en danger, politiquement ou autrement. Et s'il pensait que le statut d'Israël en tant qu'État et son propre rôle en son sein allait enfin réaliser le grand rêve sioniste de posséder tout ce que la Bible dit qu'il devrait posséder, pensez à Ted Cruz. Ce sont ces personnes qui sont derrière cela. Ils considèrent l'Ancien Testament comme le guide pour la prise de décision en matière de sécurité nationale. Et je ne sais pas si Netanyahou est assez stupide pour croire cela, mais même s'il ne l'est pas, il les utilise au maximum, tout comme il utilise des gens comme Smotrich et Ben Gvir au maximum. Ce qui est malheureux pour nous tous, c'est que ces personnes se retrouvent à coïncider les unes avec les autres, et elles s'entraident et se soutiennent dans l'une des choses les plus maléfiques qui se produisent aujourd'hui sur la planète. Larry, c'est quand même incroyable de voir l'administration Trump, qui a commencé par taquiner le Groenland, le Canada et le Mexique, et qui en arrive maintenant à la partie sud, au Brésil et au Venezuela.
As-tu vu que les États-Unis offrent une récompense de 15 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation du ministre de la Défense du Venezuela? Oui, 15 millions de dollars pour Maduro. Qu'est-ce que c'est? C'est le ministre de la Défense d'un pays. Quel genre d'informations cherchez-vous? Eh bien, j'hésite à aller aussi loin, mais je ne le ferai pas du tout. Je pense que lorsque l'on devient fou, et c'est vraiment un adjectif qui décrit Washington aujourd'hui, tant sur le plan intérieur qu'international, dans ce cas, tout devient possible. Et l'une des choses qui se produisent, c'est que l'on multiplie ses stupidités. On amplifie sa folie, on ne la limite pas, on ne la retient pas, on l'amplifie. Cela vous excite de faire cela. Et cela en particulier est ce qu'il fait avec les femmes dans l'armée et ce qu'il fait à le nationalisme chrétien. C'est sans précédent. Vous savez, j'ai passé environ peut-être 10 ans de ma vie sur une carrière militaire de 31 ans et 40 ans dans la fonction publique. J'ai passé peut-être 10 ans de près en contact direct avec le Pentagone d'une manière ou d'une autre. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Des réunions de prière au Pentagone, des réunions de prière où si vous n'y assistez pas, vous êtes sanctionné. Vous êtes réellement sanctionné. Des réunions de prière partout dans l'armée. Des militaires qui parlent de choses comme la fin des temps, l'enlèvement et d'autres sujets œcuméniques. Comment appelez-vous ça maintenant? On les appelle des fondamentalistes, mais ce sont des dispensationalistes, je suppose. C'est le grand réveil, peu importe. Et nous avons tous ces cinglés qui courent partout, remettant la statue de Robert E. Lee en place, remettant sa peinture ou sa statue, ou peu importe ce que c'est à West Point, remettant la peinture d'Isaïe à l'Académie de la Marine marchande, faisant tout ce qu'ils font et amenant Nima, je ne sais pas si tu as suivi ça, mais amenant ce pasteur qui pense que les femmes ne sont bonnes qu'à avoir des enfants, que les femmes n'auraient jamais dû obtenir le droit de vote et qu'elles ne devraient certainement pas servir en uniforme dans l'armée américaine. C'est le pasteur de Pete Hegseth. Et c'est le genre de choses qu'il propage lors de ses réunions de prière au Pentagone. Il présente même ce pasteur à ses réunions. Avez-vous jamais pensé qu'au début du XXe siècle, enfin on en est déjà à un quart, on entendrait quelqu'un parler de retirer le droit de vote aux femmes? C'est presque préhistorique. Je veux dire, vu tous les efforts et l'énergie qui ont été déployés pour obtenir ce droit et la droiture qui a accompagné ce combat. Comment pensez-vous que les femmes dans l'armée américaine se sentent aujourd'hui? Je vous laisse deviner, mais les deux premières réponses ne comptent pas. On sème la pagaille, Nima. On sème la pagaille partout où l'on peut, chez nous, à l'international. On sème la pagaille et les gens n'arrêtent pas de dire, « Oh, attendez Trump, c'est le grand pacificateur. » Eh bien, coupable, votre honneur. J'espérais désespérément, en particulier avec le sommet en Alaska, que cet homme trouverait quelque chose quelque part et ferait une découverte majeure. Il est aussi mauvais que n'importe lequel d'entre eux. Il propage ces absurdités, cette stupidité, cette folie. Et quel moment pour faire cela, alors que nous avons besoin d'un dirigeant vraiment, vraiment mature, qui sait ce qu'il ou elle fait, qui est compétent et qui comprend ce changement dans la structure du pouvoir mondial et qui agit pour s'y adapter et y faire face, plutôt que de le combattre et de mourir. Parce que combattre cela, c'est mourir. Mais de façon horrible, cela signifie aussi que beaucoup d'autres personnes dans le monde, qui n'ont pas besoin de mourir, meurent aussi à cause de votre colère. Et c'est ce que nous devenons. Nous devenons l'ogre du monde.
Je ne sais pas si tu as vu cette carte, Larry. Elle montre le pipeline allant de la Russie à la Chine, le Power of Siberia. Et une deuxième ligne arrive, passant par la Mongolie, puis vers la Chine. Regarde l'Europe. Regarde ce que l'Europe s'est infligé pendant la guerre en Ukraine. Regarde ce qu'ils font en ce moment même, pendant que nous parlons, ce qui se passe au sommet de l'OCS. Mais c'est récupérable. La structure du pipeline est récupérable. Nima, il y a plusieurs années, je dirais probablement il y a 30 ans maintenant, 25, quelque chose comme ça, je suis allé à New York avec Powell quand il était président des chefs d'état-major interarmés, et nous sommes allés dans ce qui était présenté comme l'un des centres de commandement d'ExxonMobil, où je suppose que c'était probablement un consortium de compagnies pétrolières. Et je me souviens très bien d'un aspect du briefing. Un monsieur qui était un présentateur assez compétent, mais qui avait tous les détails à portée de main concernant les pipelines et autres, a montré une carte en particulier qui ressemblait à celle que tu viens de montrer, sauf que c'était une carte mondiale divisée en 4 sections. Et ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré en se référant à cette carte, c'était « Ce que vous voyez, messieurs, ce sont des pipelines en fonctionnement et leur capacité, des pipelines en construction et leurs coûts. Et bien sûr, vous voyez où ils se trouvent, des pipelines prévus et leurs coûts estimés. Et vous regardez l'avenir de la guerre mondiale. » Il a juste conclu comme ça. Et vous savez, j'étais assis là en pensant, je venais tout juste du commandement du Pacifique où j'étais essentiellement un stratège. Il a absolument raison. Vous regardez tous les nerfs énergétiques du globe. Vous voyez les veines et les artères des économies mondiales. Et elles sont là. Et elles y resteront. Et voilà leur coût. Voilà qui va en bénéficier. Et voilà qui n'en bénéficiera pas. Et beaucoup de cela, bien sûr, c'est que les oléoducs traversent ces terres qui perçoivent des droits de transit. Donc c'est une bonne affaire aussi pour les pays que traversent les oléoducs. Et cela apparaissait dans les données. Tout cela a un peu changé maintenant, et cela changera encore à l'avenir. Et encore une fois, à mesure que de nouvelles découvertes sont faites, et que nous nous tournons peut-être de plus en plus vers les énergies renouvelables. Et c'est aussi ce qui est inquiétant dans tout cela. Nous continuons à le faire, et nous le faisons encore à toute vitesse. Vous savez, nous continuons à découvrir, à pomper et à construire des oléoducs. Mais c'est une image de l'avenir. Et tu sais où se trouvent la plupart de ces lignes maintenant, Nima? Elles sont là-bas, dans cet endroit où tout le pouvoir se dirige. Ou bien ils en sortent et viennent vers nous pour nous offrir notre bouée de sauvetage, en particulier l'Europe. Larry, à votre avis, si vous deviez adopter la perspective de Donald Trump en ce moment, après le sommet, pensez-vous qu'il se soucie vraiment de ce qui se passe? Nima, je pense que tu lui accordes un crédit que je ne lui accorderai plus. Je ne crois pas qu'il ait la capacité de comprendre ce qui se passe, ni qu'il y ait autour de lui de véritables ministres talentueux ou des sous-ministres. Parfois, ils sont plus intelligents que les ministres eux-mêmes, comme les secrétaires d'État adjoints, par exemple, et d'autres, pour le lui expliquer. Je ne pense tout simplement pas qu'il ait réuni une équipe exceptionnelle pour ce genre de moment dans l'histoire du monde. Et il n'est certainement pas un grand président pour cette période de l'histoire mondiale. À moins bien sûr que la providence divine ne veille sur nous et ne dise « Je te punis, Amérique, tu as été très très mauvaise, et je vais te donner les pires dirigeants possibles et tu devras tenir bon, parce que la tempête arrive. » Voici ce que Poutine et Modi se sont dit lors du sommet.
Nous avons développé une coopération à différents niveaux. La coopération commerciale et économique affiche dans l'ensemble une dynamique positive. Les échanges touristiques se développent. Nous coordonnons étroitement nos efforts sur la scène internationale. Monsieur le Président, cela démontre à quel point notre partenariat stratégique privilégié est profond et complet. Même dans les circonstances les plus difficiles, l'Inde et la Russie ont toujours avancé côte à côte. Notre coopération étroite est importante non seulement pour les peuples de nos deux nations, mais aussi pour garantir la paix, la stabilité et la prospérité dans le monde. J'ai été diplomate assez longtemps, ou pas assez longtemps, pour comprendre qu'il ne faut pas trop interpréter ce genre de langage. Mais dans les circonstances que je viens de vous décrire de manière maladroite et insuffisante à propos de ce changement de pouvoir, je pense que le monde doit prêter attention à ces paroles, qu'elles soient destinées à des fins de propagande, et par là, j'entends simplement qu'ils essayent de riposter contre nous, afin, peut-être, d'éliminer certains droits de douane, ou pour d'autres raisons tactiques immédiates. Ce qui est probablement en partie le cas, mais je pense que ce que nous observons, c'est un changement radical dans la manière dont le monde fait des affaires. Nous voyons les premières vagues venir s'échouer sur le rivage. Nous assistons à la première prise de conscience, par certains dirigeants assez talentueux, qu'ils héritent du rôle de leader mondial, et nous les voyons en parler. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils n'ont pas parlé de l'Ukraine. Nous n'avons rien entendu à propos de l'Ukraine. Je pense que c'était intentionnel. Ils ont délibérément décidé de ne pas parler de l'Ukraine. Je ne sais pas si la Russie l'a demandé, ou si, d'une manière ou d'une autre, la Chine ne voulait pas que l'Ukraine soit mentionnée. Quel est ton avis là-dessus? S'il le pouvait, et si Poutine était disposé à le faire, je suis sûr, s'il avait l'argent et le temps, je suis sûr qu'il construirait un mur de 60 mètres de haut tout le long des lignes de front et dirait à l'autre côté du mur, l'Allemagne, la Pologne, la France, l'Angleterre, tous les pays de l'OTAN, allez au diable et pourrissez dans votre propre poison. Moi et mes amis russes et chinois de ce côté-ci, si c'était Poutine qui parlait, nous allons avoir un monde plutôt agréable et nous allons en profiter. Et nous, oh au fait, nous sommes pour ce côté du monde. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas faire ça, et ils le savent. Ils doivent donc aussi discuter en coulisses, probablement en ce moment, de la manière dont ils vont gérer ce chaos que nous avons créé et que nous continuons de créer, et que nous continuerons de créer, jusqu'à ce qu'un choc soudain, espérons-le, nous convainque qu'il est inutile de contester cela. Cela n'a aucun sens. Je ne parle pas de capituler. Je ne parle pas de lever les mains en l'air et de dire « J'abandonne, écrasez-moi avec un char » ou quoi que ce soit du genre. Ce dont je parle, c'est de traiter le monde comme s'il était humain. Et toutes les personnes dans le monde, et surtout celles qui détiennent le pouvoir suprême, ont le droit d'agir comme elles l'entendent. Et si vous avez un problème avec cela, vous le réglez par des moyens autres que des moyens militaires mécaniques. Vous discutez, vous travaillez, vous utilisez la diplomatie, vous résolvez les problèmes ensemble. J'en suis convaincu, et j'ai eu beaucoup de contacts avec la Chine. Pas autant avec la Russie, mais beaucoup avec la Chine. Et la Chine est la première puissance mondiale, Nima. Aujourd'hui, la Chine est la première puissance mondiale. Ils ne veulent pas ce genre de conflit, ni ce genre de friction. Ils comprennent, ils sont assez humains pour savoir qu'il y en a dans le monde. Il faut y faire face, mais on y fait face avec la diplomatie.
Vous gérez cela en dialoguant et vous le faites d'une manière qui soutient votre excédent de pouvoir, contrairement au déficit de pouvoir de l'autre côté. Mais vous reconnaissez ce déficit de pouvoir parce que vous ne voulez pas entraver tout ce dont vous parlez. Et c'est ce que nous faisons tout le temps maintenant. Donc c'est un monde différent. Nous n'avons pas l'habitude de cela. Au début, nous étions vraiment doués pour gérer ce genre de monde, parce que nous étions des poids-plumes. Nous étions des poids-plumes. Nous avions les Français, nous avions les Espagnols, nous avions les Britanniques, de tous les peuples. Nous avions les Russes. Nous étions entourés. Ils étaient sur le Mississippi. Ils étaient dans le Nord-Ouest. Ils étaient au Canada. Ils étaient au Mexique. Ils étaient partout. Nous avions des diplomates. Et les diplomates devaient composer avec de véritables puissances qui les entouraient. Maintenant, nous sommes devenus la véritable puissance après la Seconde Guerre mondiale. Et au lieu de développer les outils nécessaires pour gérer le monde, lorsque cette puissance s'est quelque peu atténuée et que celle des autres a grandi, ce qui était inévitable, regardez vos livres d'histoire, Donald Trump, Marco Rubio, Bibi Netanyahu. Bibi regarde trop dans son livre d'histoire, mais c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Au diable l'Ancien Testament. Ce n'est pas un guide pour la vie. Désolé Bibi, ce n'en est pas un. Il faut aborder le monde avec une certaine lucidité. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique et l'Europe derrière eux doivent aborder le monde en comprenant que le pouvoir est en train de changer. Et il faut faire avec. Mais cela ne veut pas dire que vous passez en dernier. Cela ne veut pas dire que vous jouez les seconds rôles, ou les troisièmes, ou les quatrièmes. Cela signifie que vous devez utiliser votre intelligence et vos talents en diplomatie pour influencer les types de relations dans le monde, que chose intéressante, l'autre camp souhaite aussi. La Russie, l'Inde et la Chine, oui, ils peuvent être des salauds. Tout le monde peut l'être. Mais si vous vous asseyez pour discuter et que vous trouvez des solutions, vous vous en sortez bien mieux. Surtout si l'alternative est de s'envoyer des armes nucléaires. Vous vous en sortez bien mieux que si vous accumulez les problèmes nucléaires ou militaires qui vous poussent à utiliser le nucléaire. Et c'est ça que nous n'arrivons pas à comprendre. Je ne devrais pas avoir tant de mal à le croire, car c'est ce que raconte l'histoire. Vous savez, c'est ce dont Mearsheimer parle tout le temps. Et John a absolument raison. Que l'on parle de puissance montante, de puissance déclinante, de l'inévitabilité de la guerre entre elles ou autres, la dynamique du pouvoir dans le monde, je n'adhère pas entièrement à toute la théorie réaliste de John, parce que parfois, cela vous mène droit en enfer. Mais je reconnais qu'il faut composer avec la réalité à peu près 90% du temps, sinon on finit dans une vraie galère, un sac de nœuds. Et c'est exactement ce que nous faisons en ce moment. Nous sommes idiots, nous sommes fous, nous sommes stupides, et nous sommes dirigés par des gens de plus en plus stupides. Dans les 3 branches du gouvernement, nous avons des gens stupides. Larry, 2 pays étaient présents au sommet, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ils ont été invités. Je pense qu'il y a eu une sorte de discussion entre eux. Invités délibérément. Oui, délibérément, exactement. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de la Russie et de l'Iran, il s'agit aussi de la Chine et de l'initiative La Ceinture et la Route. D'après ce que nous avons appris, d'après ce que nous avons vu au sommet, l'Iran a discuté avec la Turquie et les a avertis de ce qui se passe en Azerbaïdjan. Et il semble qu'il en soit de même pour l'Arménie. Je ne sais pas quelle serait la politique de la Chine lorsqu'elle verra ce qui se passe avec ces 2 pays. Eh bien, quand on a affaire à ce genre de petits pays insignifiants, et j'utilise ce terme à dessein, qui essayent de se mêler des affaires des grands, il faut leur donner une leçon. Vous savez, de temps en temps,
Il faut leur remettre les idées en place et leur apprendre. Je ne dis pas qu'il faut aller jusqu'à commettre un génocide, ou les tuer ou quoi que ce soit, comme les Israéliens semblent penser que c'est la solution à tout. Mais il faut leur enseigner d'une manière qu'ils comprennent, et ils comprennent vite, afin qu'ils ne causent pas de vrais problèmes, qu'ils doivent respecter un certain ensemble de règles. Et ces règles seront plus ou moins dictées par les puissances suprêmes du monde. C'est un autre principe du réalisme. Il faut composer avec le pouvoir tel qu'il est. Cela ne signifie pas qu'il faille agir comme les négociateurs de la dialogue mélien, c'est-à-dire « je vais tuer tout le monde sur votre île parce que vous vous êtes opposé à ma présence ». Et peut-être qu'après avoir tué tout le monde, y compris vos femmes et vos enfants, vous ne vous opposerez plus, pensez-vous. C'est une façon de faire. Mais ce n'est pas ainsi que le monde devrait fonctionner à l'avenir, principalement parce que nous risquons tous de mourir à cause de la crise climatique ou des armes nucléaires, ou les deux. Donc cette manière de faire à l'ancienne, en particulier celle du dialogue mélien ou de Gaza aujourd'hui, doit disparaître. Ça doit disparaître. Nous devons coopérer, nous devons collaborer, nous devons vivre fondamentalement en harmonie et en entente, si c'est possible. Et lorsque ce n'est pas le cas, alors les grandes puissances parmi nous doivent remettre les petits à leur place et les maintenir dans le rang. Je vous fais la leçon sur quelque chose que le monde fait depuis 5000 ans, de façon très imparfaite. Et maintenant, à cause des menaces existentielles auxquelles nous sommes confrontés, il faut le faire un peu plus parfaitement. On ne le fera jamais parfaitement, mais il faut le faire avec un véritable sens des principes qui régissent les relations entre les nations et de ce que ces principes représentent. Et les meilleures choses qu'ils représentent sont la collaboration, la coopération, l'entente et l'harmonie. On ne fait pas ça avec d'immenses armées. C'est l'une des choses que nous devrions faire, tous, Nima. Nous devrions tous procéder à des réductions significatives de cet appareil militaire horrifiant que nous avons mis en place, qui nourrit un tel complexe de va-t-en-guerre qu'il est difficile pour les dirigeants de simplement leur résister, que ce soit pour les empêcher de déclencher une nouvelle guerre ou de profiter des guerres existantes et donc de les prolonger. C'est en grande partie ce dont il s'agit en Ukraine. Des profiteurs de guerre qui s'enrichissent et qui sont les plus grands au monde dans ce domaine. Il suffit de regarder les statistiques. L'Empire américain est le premier marchand de morts sur la planète. Donald Trump s'en réjouit. Il adore vendre des milliards et des milliards de dollars d'armes à d'autres pays. C'est insensé. Ce n'est pas ainsi que nous devrions aborder le reste du XXIe siècle si nous voulons atteindre le XXe siècle. Ce n'est tout simplement pas la manière dont nous devrions faire des affaires. Et le pire contrevenant à la bonne façon de faire des affaires dans le monde aujourd'hui, c'est l'Empire américain. Il n'y a plus aucun doute là-dessus. Gaza a scellé ce destin funeste. C'est absolument le cas. Si nous pouvons soutenir Gaza, si nous pouvons financer Gaza, si nous pouvons faire ce qu'Israël fait à Gaza selon nos souhaits, car c'est ce que je pense que nous faisons. Ce sont aussi les souhaits d'Israël, bien sûr, mais nous leur demandons de le faire pour nous. Sinon, nous ne les soutiendrions pas. Nous sommes coupables. Nous sommes coupables. Et ce n'est pas ainsi que le monde devrait fonctionner. C'est pourquoi je pense que ce serait extrêmement marquant si la Chine se levait soudainement et disait au secrétaire général de l'ONU, dans le cadre de cette initiative unie pour la paix, que Mahmoud Abbas vient de demander. Nous enverrons 60 000 soldats et nous financerons l'opération. Et nous fournirons la logistique, les navires et d'autres moyens, parce qu'ils n'ont pas le pont aérien que nous avons, les navires et tout ce qu'il faut pour acheminer les autres troupes qui contribuent sur place.
Et d'ailleurs, nous pouvons utiliser le canal de Suez parce que les Houthis ne nous dérangeront pas. Les Houthis monteraient probablement à bord des navires chinois et les accompagneraient, faisant partie de la force de maintien de la paix. Regardez ce qu'ils viennent de faire au Yémen. C'est inadmissible. Je veux dire, on ne pensait pas qu'ils pouvaient aller plus loin que ce qu'ils font à Gaza, mais ils sont allés plus loin. Ils ont tué le gouvernement civil au Yémen. Ils les ont assassinés. Je crois qu'il y avait 11 ministres ou quelque chose comme ça. Ces gens n'ont rien à voir avec Ansar Allah, ni avec l'effort de guerre au Yémen. Je ne sais pas comment on pourrait tomber plus bas, Nima. Je ne sais vraiment pas. Et personne ne sait ce qu'Israël doit encore faire pour simplement lui dire « Arrête, ça suffit. Tu fais déjà beaucoup. Ce que tu fais n'est pas bénéfique. » Larry, regarde ce qu'ils font. Regarde quelles sont les conséquences de ce qu'ils ont fait au Yémen. Quelles sont les conséquences pour Israël? Je ne comprends pas. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est de la rage sioniste. C'est le genre de rage que Ben Gvir manifeste quand il se met en colère, et j'ai vu des vidéos de lui en colère. Je ne l'ai jamais vu en personne. Mais par exemple, quand il avance son souhait de construire sur l'esplanade et qu'on lui dit non, c'est une limite à ne pas franchir. Pour l'instant, c'est une limite à ne pas franchir. Mais croyez bien que dès qu'ils auront expulsé les Palestiniens en masse, ils prendront le contrôle de ce 3e ou 4e lieu saint de l'islam et le profaneront, du point de vue des musulmans, en y construisant le temple, en reconstruisant le temple, ou quoi qu'ils veuillent faire. On ne peut pas inventer ça. Hollywood ne pourrait pas faire un film là-dessus et convaincre qui que ce soit. Ce serait plus étrange ou plus hideux que ce qui se passe réellement. Nous avons libéré le diable. Nous avons déchaîné l'Antéchrist, pour reprendre les termes de ces chrétiens, et nous l'avons déchaîné dans l'ancienne Terre sainte. Et cet Antéchrist, c'est Bibi Netanyahou. Maintenant, il y a beaucoup de gens dans ce pays, on me dit qu'ils sont peut-être 40 millions, qui en entendant ce que je viens de dire, Nima, répondraient « Hourra, hourra, Dieu bénisse, Alléluia », parce que cela signifie que Jésus va descendre. Et c'est pour cela qu'ils soutiennent les sionistes en Israël. Ils n'ont aucune véritable affinité avec eux, si ce n'est qu'ils pensent qu'ils préparent le terrain pour que Jésus descende sur terre avec une épée flamboyante, tue tous les incroyants et établisse son royaume de 1000 ans. Et dans ce processus, certains croient qu'ils seront enlevés à ses côtés. On ne peut pas inventer des choses pareilles. Quand je regarde Larry, l'Inde, la Chine et la Russie, je vois des pays, même l'Iran, qui font preuve de rationalité. Ils savent ce dont ils ont besoin. Ils connaissent leurs faiblesses et comment ils peuvent se renforcer par rapport au passé. Vous savez, pour l'Inde, leur économie est tellement importante. C'est leur sécurité, c'est l'avenir du pays. C'est pourquoi ils choisissent d'améliorer leurs relations avec la Russie. Il en va de même pour la Chine. L'Iran fait la même chose, à mon avis. Mais le problème avec l'état d'esprit à Washington, c'est qu'ils ne voient pas qu'ils ont besoin des autres pays. Même avec l'Europe, la façon dont ils se comportent envers l'Europe, c'est comme s'ils n'avaient plus besoin d'elle. Nous n'avons pas besoin de la Russie. Nous n'avons pas besoin de la Chine. Voilà le problème. Si vous voulez sauver le dollar, si vous voulez sauver l'économie des États-Unis, il faut communiquer avec les autres pays. On ne peut pas s'isoler et dire « je n'ai besoin de personne ». Biden, si vous vous souvenez, Biden a déclaré dans ses dernières interviews « Nous sommes les États-Unis d'Amérique. Nous sommes indispensables. Nous sommes un peuple exceptionnel. » Et je pensais que Donald Trump serait différent d'une certaine manière parce qu'il tenait un discours différent avant d'être élu. Il disait « Pourquoi avons-nous besoin
que l'Iran et la Russie soient nos ennemis. Oui, c'est un mystère pour moi. Je ne sais pas comment interpréter cet homme. J'ai abandonné l'idée d'essayer de le comprendre. Mais vous savez, l'une des choses que vous venez de dire, lorsque nous faisions des simulations sur le changement climatique, l'un des aspects que nous avons vraiment étudié de près avec les modèles informatiques de la NOAA et de la NASA, entre autres, c'était ce qui se passe lorsqu'il y a ce déplacement des zones tempérées. Essentiellement, et c'est une simplification, le sud global se réchauffe, s'assèche et devient invivable pour l'être humain, tandis que le nord est quelque peu affecté. Mais les effets initiaux, même si certains sont négatifs, comme trop de pluie et trop d'inondations, créent en fait une région plus hospitalière pour la nourriture, la vie, etc. Pendant une courte période, peut-être un demi-siècle, on cultive effectivement du blé, du maïs, on élève des porcs et des poulets au Manitoba, par exemple, parce que la chaleur remonte vers les provinces canadiennes. Maintenant, cela ne tient pas compte d'autres phénomènes météorologiques qui pourraient se produire, comme par exemple le courant qui longe le Royaume-Uni, qui redescend dans l'océan, puis remonte et se réchauffe à nouveau, et Londres qui finirait par ressembler davantage à Moscou qu'à Londres. Mais en gros, ce que cela a provoqué, c'est que les pays de la ceinture nord sont soudainement devenus très jaloux de ce qu'ils possédaient. Ils ont donc commencé à surveiller leurs frontières avec des mitrailleuses et des troupes. Où avons-nous déjà entendu cela? Et ils ont commencé à tirer sur les gens, parce que ces personnes venant du sud global arrivaient de zones désertifiées, sans nourriture ni eau. Eh bien, l'une des raisons pour lesquelles l'Inde éprouve une certaine empathie à ce sujet, et la raison pour laquelle la Chine en éprouve aussi, c'est parce qu'ils sont en contact. Ils font en quelque sorte partie du sud global, si l'on veut, et ils vont subir de véritables conséquences de phénomènes comme la fonte totale des glaciers de l'Himalaya, qui entraînerait l'absence d'eau pour le Pakistan et pour l'Est ou l'Ouest de l'Inde. Et il y aura des affrontements à ce sujet si nous ne trouvons pas de solution. Cela se manifeste bien plus tôt, je pense, que ce que nous avions prévu en ce qui concerne la façon dont le Nord perçoit le Sud et traite avec le Sud, en particulier dans l'hémisphère occidental. L'Europe est confrontée à ce problème de façon massive avec l'immigration. Une partie de cette immigration n'est pas seulement due à la guerre. C'est une immigration issue du Sud global, provoquée par le changement climatique. Personne ne veut l'admettre. Certainement pas les PDG de Total, Royal Dutch Shell et ExxonMobil, qui sont responsables de tout cela et pourraient finir par être poursuivis, tout comme l'a été l'industrie du tabac. Ils ne veulent pas l'admettre. Nous ne voulons pas l'admettre. Nos dirigeants ne veulent pas l'admettre. C'est pourquoi l'immigration a lieu. Et cela ne va pas diminuer. Cela va empirer de plus en plus. Eh bien, la Chine, la Russie et l'Inde, je pense, le reconnaissent bien mieux que nous, pour diverses raisons. Mais ils essaient de créer des contre-courants dans cette situation avec les nouvelles routes de la soie, centrale, nord et sud. Ils essayent de créer des courants croisés qui non seulement gèrent le déplacement du pouvoir dont j'ai parlé, mais qui abordent aussi le fait que nous allons avoir des endroits sur le globe où nous ne pourrons pas vivre. Nous allons devoir adapter la planète à cette situation, car il semble que nous n'atteindrons pas du tout nos objectifs de température. Nous allons donc arriver à un point où il faudra accueillir beaucoup plus de vies humaines dans cette zone centrale, qui reste tempérée, encore cultivable, encore capable de fournir suffisamment d'eau, etc., pour que les gens puissent y vivre. Cela va arriver si nous ne tenons pas nos objectifs, et il ne semble pas du tout que nous y parvenions. Donc je considère la Chine et maintenant l'Inde, et la Chine peut instruire l'Inde sur beaucoup de ces points. Et la Russie, je les considère comme les trois puissances qui en reconnaissent suffisamment à ce sujet pour prendre déjà certaines précautions.
Ils font certaines choses qui vont permettre à plus de gens de survivre. Et on peut dire, d'accord, la Chine veut plus de monde à qui vendre ses produits, ou la Chine veut plus de gens à réduire en esclavage. D'accord, je n'adhère pas à cette idée. Ceux qui semblent vouloir que les gens soient des esclaves vivent dans l'hémisphère nord et l'hémisphère ouest. Bref, c'est une longue digression, mais je pense qu'ils ont une meilleure compréhension de l'avenir. Et je pense qu'ils s'adaptent à cet avenir grâce à cette compréhension bien mieux que nous. Je pense que nous avons une très mauvaise compréhension de l'avenir. Regardez ce que Trump fait pour démanteler toutes les avancées positives réalisées au cours des 20 dernières années, dont certaines, j'aime à penser, auxquelles j'ai un peu contribué, même en ce qui concerne le climat. Il est en train de démanteler presque tout cela, et c'est à notre détriment. Est-il suicidaire? Est-il suicidaire au niveau national? Veut-il précipiter la fin de l'hémisphère occidental, en particulier de sa puissance dominante, les États-Unis? Qui sait? Mais je ne vois pas ce genre d'attitude à Moscou, à Pékin ou à Delhi. Et en fait, je ne la vois pas non plus à Kuala Lumpur, à Jakarta, ni nulle part ailleurs là où le pouvoir se déplace. Larry, ici sur cette photo, tu peux voir le chef d'état-major général russe, Valery Gerasimov. Et la carte derrière lui représente la Novorossiya, comme il l'appelle. La Novorossiya correspond à la partie orientale de l'Ukraine. Et la carte s'étend jusqu'à Odessa, Nikolaïev, et remonte jusqu'à Kharkiv. Comment vois-tu la bataille en Ukraine? Comment envisages-tu l'avenir de la partie orientale de l'Ukraine? Penses-tu que la Russie, sur cette carte, il ne considère aucune sorte de zone tampon? La région est présentée comme faisant totalement partie de la Russie, et elle inclut Odessa, Nikolaïev, jusqu'à Kharkiv. Quel est ton avis là-dessus? Je vois cela comme le résultat de notre intransigeance et de celle de nos sbires, Volodymyr Zelensky, ainsi que de nos compatriotes en Europe et à Bruxelles en particulier. Je vois cela comme une conséquence directe. Ce n'est pas ce qui a été signé à Istanbul. C'était quand? Février 2022. Ce n'est pas l'accord qui a été signé à Istanbul et qui a failli mettre fin à la guerre. Sauf que Boris Johnson, agissant sur nos conseils, j'en suis sûr, ou sous notre direction, et celle de Londres, Paris et Berlin, en a décidé autrement. Ce n'est pas ça. Pourquoi est-ce différent si l'on considère que c'est la position minimale de la Russie? C'est différent parce qu'ils ont perdu entre 300 000 et 400 000 personnes sur un champ de bataille où ils ont tué environ 1,5-1,7 million d'Ukrainiens et remporté cette fichue guerre. Voilà pourquoi c'est différent. Tu as beaucoup de chance, Keith. Cela ne te concerne pas. Je pense, Larry, qu'à la suite de ce sommet, nous pouvons considérer que l'Inde est bien plus proche de la Chine qu'auparavant. Car après plusieurs années, je crois après 7 ou 8 ans, Modi, le Premier ministre indien, se rend en Chine pour un sommet. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Mais ils n'ont pas seulement fait cela, Nima. Je veux dire, ça en a peut-être l'air, mais ils y travaillent depuis un moment. C'est le cas. Moscou et Delhi travaillent là-dessus depuis un certain temps. Je pense que la façon précipitée dont cela s'est finalement produit lors de ce sommet a surpris tout le monde, y compris eux-mêmes. Mais c'était le moment, selon eux. Et je suis sûr qu'ils ont passé de nombreux coups de fil, et il était temps d'envoyer un signal. Et ce signal devait être puissant et fort, résilient et porteur de sens. Et il l'a été. Maintenant, est-ce que Donald Trump comprendra quoi que ce soit à cela? Non. Marco Rubio? Non plus. Pete Hegseth? Absolument pas. Steve Witkoff? Non. Quelqu'un au sein du gouvernement américain? J'aime à penser qu'il y a peut-être 2 ou 3 personnes là-bas dans les tranchées qui comprendront. Mais seront-elles écoutées? Non.
Ils pensaient que la Russie et la Chine ne seraient jamais aussi proches qu'elles le sont actuellement. Cela s'est produit pendant la guerre en Ukraine. Je me souviens que certaines personnes disaient la même chose à propos des États-Unis et de la Chine, surtout au début et au milieu des années 50. Nixon enfourche son cheval et Kissinger part au Pakistan. On y revient. Tout à coup, les lèvres et les dents les plus proches. Le monde change, et le monde peut changer du jour au lendemain quand des gens intelligents comprennent que s'ils ne dépensent pas cette pièce, ils n'auront pas de monnaie. Ils vont mourir. Et ça arrive parfois pour le mieux, parfois pour le pire. Le pacte Molotov-Ribbentrop, par exemple. Hitler se retourne et envahit l'Union soviétique. Personne ne l'avait vu venir, dit Joe. Oui, je pense que Joe l'avait vu venir. Il ne s'attendait juste pas à ce que ça arrive aussi vite. Staline, je veux dire. Mais ce sommet, on aurait dû le voir venir. Je veux dire, l'OCS, tu n'as aucune idée, Nima, du nombre de fois où je suggérais, revenant tout juste de Chine, je suggérais aux décideurs. Et à cette époque, les décideurs étaient des gens à peu près corrects, Colin Powell en faisait partie. Et je disais, l'organisation de coopération de Shanghai va se développer. Ce ne sont pas seulement les Chinois qui s'en occupent. Je suis désolé, mais à l'époque, tu avais potentiellement le pays le plus puissant de la planète qui revenait parce que il avait déjà été là auparavant. Nous oublions que la Chine a déjà été là, la Perse a déjà été là. Ils reviennent. Pas de la même manière, bien sûr, très différents, modernisés, peu importe, mais ils reviennent. Et rien que leur population vous montre que lorsque j'ai dit que l'OCS finirait par compter, ce n'était pas un calcul au hasard. Il suffisait de regarder les populations pour comprendre que c'est là que, vous savez, 2 milliards de personnes vivent dans 2 pays. On ne peut pas continuer à snober 2 milliards de personnes, surtout quand, individuellement, ils semblent être sacrément plus intelligents que vous. C'est incroyable de comparer les deux administrations, celle de Biden et en ce moment celle de Trump, et de voir ce que l'administration Biden n'a pas pu accomplir. Je pense que ce qui se passe entre la Russie et la Chine est le résultat de l'administration Biden. Mais ce qui a été laissé de côté, c'est la relation entre l'Iran et la Russie, et entre l'Iran et la Chine, qui évolue de façon radicale. Les relations entre l'Inde et la Chine changent aussi de manière spectaculaire. Ce sont là les réalisations de la nouvelle administration à Washington. D'une certaine manière, ils s'entraident pour rendre l'Est plus puissant, plus uni qu'auparavant. C'est généralement ce qui se passe lorsque les empires descendent dans la rue, pour ainsi dire, afin d'empêcher leur propre effondrement. Ils l'accélèrent, ils le facilitent en réalité. Merci beaucoup, Larry, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir, comme toujours. Avec plaisir. Merci d'avoir diffusé ce petit extrait de Randy au début. J'espère qu'il est sorti de prison. Oui, j'espère. Mais il n'a pas été arrêté. Il a été détenu. Non, nous avons été un peu frappés par ce qu'ils ont dit à propos de l'absence d'enfants. Alors, il a passé en revue l'ordinateur et a retiré tout ce qui comportait des enfants. Comme vous pouvez l'imaginer, c'était certaines des photos les plus puissantes et aussi des vidéos très marquantes. Donc il a tout trié et je crois qu'il lui en restait une douzaine ou quelque chose comme ça. Mais vous savez ce qui se passe dans le district en ce moment. Je veux dire, il y a des milices de 3 États, si j'ai bien compris, y compris la garde, fédéralisée par le président, ce qu'il peut faire en vertu de l'autonomie locale. Il y a la Virginie occidentale. Je sais que quelqu'un m'a dit l'autre jour qu'il avait vu un soldat de Virginie occidentale là-bas. Il y a le FBI. Il patrouille désormais régulièrement dans les rues.
Et il y a l'ICE. Vous savez quoi? Mon chauffeur de taxi ce matin était afghan et il était un peu réticent à aller dans DC. Et j'ai remarqué une certaine hésitation quand j'appelle un taxi. La compagnie est dirigée par des Pakistanais. Il y avait de la réticence de leur part. L'un d'eux a fait demi-tour et est reparti. Il ne voulait pas venir. Ce monsieur est venu. Il est ici depuis longtemps. Il venait de... Oh mince, j'ai oublié d'où il m'a dit qu'il venait maintenant. Mais il avait traversé tout l'Afghanistan. Il a emmené sa famille au Pakistan dès que nous avons envahi. Donc c'est quelqu'un de malin. Bref, j'ai découvert qu'il avait tous ses papiers et tout, mais certains étaient très nerveux à l'idée d'aller à Washington parce qu'on arrête des gens là-bas. Et vous savez, même si vos papiers sont en règle, c'est difficile. On peut vous arrêter et vous enfermer quelque part. Ça se passe dans les rues du Capitole. Et vous ne voulez pas disparaître, vous voyez, à la Pinochet. Comment dit-on ça au Brésil? On dit Pinochet ou Pinochet? Pinochet. Pinochet. Avec un A? Oui, on m'a déjà dit que c'était Pinochet. C'est Pinochet, pas Pinochet avec un A. Pinochet. Pinochet. Peu importe comment on le prononce, c'était une personne horrible. Romanis même ses états. Un futur Netanyahu. Exactement la même chose. Merci, Larry. C'est toujours un grand plaisir. À vendredi. Il faut que je me trouve une autre chemise. Il m'en faut une qui soit rouge, verte et bleue. J'attends cela. Prends soin de tout. Au revoir.